That's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle vidéo. Nous sommes le 8 mars, nous enregistrons cette émission qui sera publiée donc le 9 et aujourd'hui sort un film qui s'appelle Tengo Sueños Eléctricos, un film qui est distribué en tout cas par Gecko Distribution. Je remercie Maxime Bréjon pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Et le film est réalisé par Valentina Morel, elle est là pour nous en parler donc le jour de la sortie. Donc un double merci d'être là et alors que c'est la sortie. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Bah écoutez, assez content de pouvoir parler de ce film. Avant qu'on commence à parler de l'intériorité du film, j'aimerais vous poser une question qui n'était pas du tout prévue. Je ne vous ai pas envoyé la question par mail pour voir un peu la spontanéité. Il m'arrive souvent de demander à mes invités s'ils ont une image marquante qui serait liée à l'enfance, une image soit d'un film ou d'une photographie ou d'une peinture, quelque chose qui aurait un lien peut-être avec leur rapport à l'image aujourd'hui. Et donc, je voudrais savoir si vous avez, vous, une image marquante. Ah bah, j'en ai beaucoup, bien sûr. C'est marrant parce que j'ai tendance à toujours répondre la même chose, dans le sens, on me pose pas cette question souvent, mais plutôt il y a un film qui m'a marqué quand j'avais 16 ans et qui a un peu changé ma vie, ou en tout cas ma position de spectatrice. C'est un film qui s'appelle La Niña Santa de Lucrecia Martel, et c'est un film qui m'a donné envie de faire du cinéma, parce que c'est la première fois que j'ai vu un personnage au cinéma j'avais l'impression qu'il parlait de moi. Enfin, j'avais l'impression que le film me regardait, pour reprendre l'expression de Serge Danet. Mais c'est marrant, là, quand vous m'avez posé la question, je pensais que vous alliez peut-être me demander s'il y avait quelque chose, une autre image, ou elle n'a pas forcément liée au cinéma, qui m'avait marqué. Et j'ai pensé à un poème. Donc là, je suis vraiment très spontanée parce que je n'ai jamais évoqué ça en interview. Mais ma mère a écrit un poème une fois sur sa propre mère. Et ça parlait de choses très concrètes, c'est-à-dire d'une nappe au petit déjeuner avec des tartines et de la confiture. Et je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça là maintenant. Peut-être parce que je trouvais que ce poème, j'ai pas connu la mère de ma mère, mais je trouvais que ce poème l'évoquait sans l'évoquer elle directement, mais en parlant de choses absolument triviales. Et voilà, j'aime ça aussi, je trouve ça très cinématographique. Et bon, voilà, c'est pour répondre Non, de mais façon... c'est incroyable ce que vous racontez. Je vais vous expliquer pourquoi. Là, on est dans la spontanéité totale, hein, rien n'est prévu. D'accord, oui. C'est impressionnant parce que je ne sais pas si vous connaissez ce cinéaste algérien qui s'appelle Karim Moussaoui et qui a fait son premier film. Un de ses premiers films est un court-métrage adapté d'un poème de Jacques Prévert. Le film s'appelle Petit Déjeuner, c'est en noir et blanc, ça dure quelques minutes. Et en fait, le film raconte l'histoire d'un couple en déliquescence, en tout cas on le comprend, qui sont en train de prendre le petit déjeuner pendant que la femme, elle, est extrêmement triste de cette situation-là. L'homme l'est aussi, mais ne le montre pas. Il fait des rondes fumées avec sa cigarette. D'ailleurs, le poème de Prévert se termine là-dessus, si je me trompe pas. Et donc, déjà, il y a une tension. Et quand on voit votre film, alors la tension en deux mots, hein, L-A-T-E-N-S, ouais, et la poésie, ce sont deux choses assez importantes. On va en parler. Donc voilà, c'est pas une question que je pose là pour le coup. C'est vraiment je pensais à ce poème de Prévert, je pensais à ce petit film, et il y a peut-être une connexion aussi avec le vôtre. Voilà, donc c'est tout à fait marrant. En fait. J'adore, je vais chercher ce film et ce poème. Mais en tout cas, c'est vrai que ce poème auquel j'ai pensé sur le petit déjeuner raconte évidemment l'absence de... Enfin, une tension aussi. C'est ce qui reste sur la table face à l'absence de l'être. Mais bon, bref, on en reparlera. Mais quand vous avez écrit Tengo Sueños Eléctricos, vous êtes parti de quoi exactement? D'un poème? D'une image? Vous êtes parti plutôt de la fin, peut-être? Je ne sais pas. Ou du début et de la fin, parce qu'il y a comme ça une espèce de scénario un peu circulaire, si je ne me trompe pas. Mais d'où vous partez généralement quand vous écrivez? Parce que ce n'est pas votre premier film en même temps. Oui, donc en fait, c'est mon premier long, mais j'avais fait des courts-métrages avant. Mais en général, je pars d'images. Là, je suis partie de poèmes et j'essaye de me concentrer sur les sensations qui m'intéressent, des sensations essentiellement, et aussi peut-être des personnages. Mais alors, les personnages, j'aime bien les écrire
en pensant à leur corps, donc à des choses très concrètes, encore une fois, et pas spécialement à leur psyché ou voilà. C'est comment ce qui m'intéresse dans un personnage, c'est ce qu'il est physiquement, concrètement. Est-ce qu'il est bien dans son corps? Est-ce qu'il transpire? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il oui, voilà. J'ai des personnages qui ont des poux, d'autres qui ont des érections à des moments, enfin des érections involontaires, là où quand il faut pas. Voilà, des choses comme ça. Donc, je pars de ça en général. Mais c'est très étrange que quand vous évoquiez Danny par rapport au film qui le regardait, et que vous parliez aussi de ça, de corps, de transpiration, et il y a toujours, souvent on utilise cette expression, est-ce que ce film vous a tutoyé? Et on est vraiment dedans avec Tango Suenos, on a l'impression qu'il nous tutoie, voire même qu'il nous touche, mais physiquement. Il y a de cela. Alors, c'est une cuisine interne, cette question que je vais vous poser, mais en même temps, on est là pour ça. Pourquoi pas? Comment on fait pour filmer ça? Comment on fait pour filmer des corps qui aient une interactivité comme ça extraordinaire avec le spectateur ou la spectatrice, qu'on a cette impression qu'ils sont à côté, que le film est à côté de nous, que les personnages sont à côté de nous, voire même qu'on a envie même de réagir par rapport à ce couple très, très bizarre entre la fille aînée Eva et son père. On va raconter après l'histoire, mais voilà, comment on fait? Voilà. Comment on fait? Eh bien, enfin, on embarque une petite équipe dans cette aventure et on essaye de faire en sorte qu'on soit tous physiquement très engagés dans un mouvement général. Enfin, c'est-à-dire, les acteurs et moi, on a beaucoup travaillé le rythme physique, le corps, la proximité, en essayant de jamais entrer dans des considérations très philosophiques ou en essayant de ne pas juger les personnages, en essayant de même parfois accepter que la mise en scène pouvait être répondre à des choses très concrètes et pas forcément. Je pense que parfois les acteurs pouvaient être déçus un petit peu des indications que je pouvais donner ou ne pas donner, justement. Et ça, c'est quelque chose qu'il a fallu aussi faire comprendre par exemple, au chef-op et au reste de l'équipe. C'est-à-dire, parfois, il fallait complètement improviser ou décider de filmer les choses exactement à l'inverse de ce qu'on avait décidé initialement. Pour ajouter de la tension aussi dans la façon de filmer. Je sais pas, moi-même, parfois, j'oublie un petit peu comment on a fait, mais je sais qu'on a donné une priorité un petit peu à l'interaction physique entre les acteurs, quoi. C'était le dialogue, on s'en foutait souvent. Et puis aussi, ne pas juger les personnages, voilà, permettre que s'il y a un rapport, enfin, s'il y a de la transpiration, justement, ou de l'inconfort, l'autoriser, quoi, enfin, qu'ils puissent exister. Vous travaillez souvent, enfin, quand vous travaillez sur le scénario, vous savez, est-ce que vous avez en tête aussi l'idée de le transformer au jour le jour pendant le tournage? Oui, alors après, étonnamment, c'est très fidèle au scénario, finalement, ce qu'on a fait. Mais alors, justement, en essayant de ne pas le respecter autant, on a finalement été assez fidèle à ce qui s'y passe de façon plus globale. Après, c'est vrai que les dialogues changent beaucoup, et puis surtout les déplacements dans les scènes, etc. On a tourné chronologiquement, donc il y a finalement, je pense qu'on s'est tous, enfin, les acteurs ont développé une sorte de mémoire du corps qui était très. Enfin, peut-être que le scénario était assez cohérent physiquement aussi. Donc, peut-être que c'est pour cette raison-là que ça a été cohérent, en fait, de faire un petit peu, d'être fidèle à ce qui se passait déjà dedans, oui. Le film raconte l'histoire d'une adolescente qui s'appelle Eva et qui, ses parents divorcent. Et si j'ai bien compris le film, il y a cette envie très forte d'Eva d'être aussi avec son père qui est extrêmement violent, mais cette violence, il y a une forme de défaillance. Et dès la séquence d'ouverture, elle est incroyable parce qu'on les voit tous les quatre, donc le père, la mère, Eva et sa sœur dans la voiture. Et Eva a un rapport avec l'extérieur qui est, dès le début, vous l'indiquez. Ne serait-ce que, par exemple, sa jambe droite ou gauche, je ne sais plus, c'est la seule qui traverse la vitre de la voiture. Et puis, quand ils arrivent devant cette maison, le père n'arrive pas à ouvrir la porte
il commence à s'énerver, mais c'est une colère un peu particulière. Et la seule qui sort de la voiture, c'est elle. Et je me disais, tiens, il se passe un truc. Donc déjà, on comprend un peu d'où va venir le point de vue. Mais elle a un rapport avec l'extérieur qui est assez particulier, et pas forcément vis-à-vis de son père, vis-à-vis du monde. Comme si, enfin voilà, ce rapport au monde est très très fort avec Eva, et le fait qu'elle sorte de la voiture, et ça sera toujours comme ça pendant tout le film, c'est ça qui est très beau. Et ce rapport au monde, est-ce que c'est aussi parce que c'est l'adolescence qui veut ça? Enfin voilà, ce ne sont pas des questions, mais c'est ce que je remarque aussi par rapport à ce personnage, à ce corps, cette envie très forte d'être toujours dans le monde, enfin de sortir en tout cas. Oui, en fait, je crois que le rapport d'Eva au monde, il est très physique. Il y a quelque chose aussi de le découvrir en se frayant un chemin, enfin, en trouvant sa place dans le monde physiquement, c'est-à-dire en se frottant au monde littéralement, en essayant de se salir du monde. Je ne sais pas comment dire ça d'une façon plus claire, mais ça a été quelque chose de très organique dans l'écriture et dans la mise en scène. C'est-à-dire, si elle va s'asseoir dans cette voiture avec ses parents, il faut qu'elle s'assoie de façon à ce qu'elle prenne toute la place quelque part, et que ses jambes s'étalent un peu partout, parce qu'il y a une sorte de façon d'être dans le monde qui est étrange. Et du coup, tout de suite, j'ai l'impression que ça donne aussi une proximité avec le personnage, parce qu'elle n'est pas juste assise. Parfois, j'ai l'impression qu'au cinéma, on filme le corps de façon très rationnelle, très codifiée. Si un personnage est assis quelque part, c'est parce qu'il doit être assis là, et ça va favoriser la lumière et la façon dont le dialogue va se passer. On va bien voir son regard. Mais moi, j'essaie toujours de penser comment je vais installer ce personnage pour qu'on sente la texture du siège sur lequel elle est assise, et l'inconfort et le poids de son corps, et aussi la difficulté avec laquelle elle essaye de trouver sa place dans le monde des adultes, quoi. Et elle va le confronter, le monde des adultes d'ailleurs, avec son corps, justement, dans le film. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui alimente beaucoup mon écriture, ma mise en scène, mais tout, même moi, je suis comme ça quand j'écris, même quand je parle. D'ailleurs, ça m'agace, parce que quand quelqu'un essaie de me prendre en photo, d'ailleurs, pour une interview, c'est terrible, parce que je suis toujours en train de faire des grimaces. Je pense que j'ai une pensée qui est très hyperkinétique, quoi. C'est-à-dire, moi, mes idées deviennent claires quand je suis en train de les accompagner avec mon corps, en train de bouger. Et donc, voilà, je pense que c'est pareil avec mes personnages. Et le geste est beaucoup plus éloquent, beaucoup plus, allez, on va lâcher un mot un peu fort, beaucoup plus politique, on va dire ça comme ça. Oui, sûrement, mais je réfléchis pas comme ça, je m'en rends pas compte. Mais c'est sûr qu'il a plus de poids, forcément, s'il est accompagné par le corps, oui, le geste. Il y a aussi autre chose dans ce film, c'est ce rapport à la poésie, et je voulais savoir, qui a donc un rythme qui a son propre rythme, et le cinéma a aussi son propre rythme, et comment vous arrivez à faire en sorte que ces deux rythmes non pas se superposent, mais arrivent à se dialoguer, dans le sens où déjà Tengo Sueños Eléctricos, ça vient d'un poème, et ce qui est très beau dans votre film, c'est que on ne sent pas une certaine illustration quand vous convoquez le rythme de la poésie. Et c'est ça qui est très très beau. Ça fait partie de la mise en scène. C'est intégrant à la mise en scène. Merci. Enfin, moi, c'est ce que j'aime, en tout cas, dans le rapport entre poésie et cinéma, c'est que parfois, j'ai l'impression que les gens imaginent que la poésie, c'est un ensemble de métaphores, d'images, voilà, de visions très emphatiques, et très lyriques, de sentiments, enfin, je sais pas. Bref, c'est quelque chose qui est très idéalisé et qui s'éloigne de la vision que moi j'ai de la poésie, en tout cas celle que j'ai connue parce que j'ai grandi entourée de gens qui écrivaient de la poésie au Costa Rica et qui s'intéressaient à une poésie peut-être d'influence plus américaine sûrement, mais c'est de la poésie un petit peu du banal, du quotidien, et c'est une poésie aussi qui est plus centrée sur le rythme et sur comment dire, l'épure, enfin, le moins de mots possible, quelque part. Et moi, ça, c'est quelque chose qui je pense, peut s'appliquer au cinéma aussi, c'est-à-dire être dans quelque chose qui s'intéresse essentiellement au rythme, à la structure, et au trivial aussi, et autoriser le
le prosaïque dans la poésie comme dans le cinéma, ça c'est quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup. Et donc là, j'avais envie de parler d'accepter la poésie dans le film en tant que parole, par exemple. Ça, c'est aussi quelque chose qui... Je me suis demandé comment on peut filmer quelqu'un qui lit de la poésie. Bon, ici, je suis restée assez... Il y avait plus de textes, j'ai dû un peu les enlever en montage, sinon le film allait être un petit peu long et on se perdait un peu, mais j'aimerais bien continuer d'explorer ça, c'est-à-dire comment filmer la parole au cinéma, la poésie au cinéma, et aussi comment... penser à un cinéma poétique qui n'est pas un cinéma de métaphores et d'images surréalistes et enfin je sais pas toutes les idées qu'on peut avoir sur le cinéma poétique qui répondent à une idée de la poésie qui est loin de celle qui m'intéresse moi, quoi. C'est quoi le cinéma que vous regardez? Enfin, pas que le cinéma que vous regardez, pardon. Le cinéma qui vous inspire aujourd'hui, ce serait lequel? Alors c'est vraiment une question difficile parce que j'ai une relation un peu compliquée avec le cinéma parfois. Moi, l'adolescence m'intéresse aussi parce que c'est le moment où j'ai vu du cinéma et c'est le cinéma qui m'a marqué. Depuis, j'en regarde évidemment beaucoup, mais ça a moins imprimé chez moi. Enfin, j'essaye de penser à des films quand j'écris, mais c'est toujours les mêmes qui reviennent et c'est ceux que j'ai vus quand j'étais adolescente. Et c'était ceux qui étaient accessible au Costa Rica à la télé parce qu'il n'y avait pas beaucoup de salles enfin, il n'y avait pas de salles de cinéma d'arrêt d'essai. Donc j'ai vu des films, je pourrais en citer 5 et c'est ceux auxquels je pense quand j'écris. Donc c'est accidentel, quoi. C'est ceux qui étaient là à ce moment-là, mais il y avait une chaîne de télé américaine qui passait des films un peu olé olé après minuit. C'est pour ça que en cachette de mes parents, j'essayais d'aller les voir. Et du coup, je sais pas, j'ai dû voir des films de John Waters, de Greg Araki, mais aussi des films un peu mineurs de Herzog, La balade de Bruno, Minnie et Moscovitz de Cassavetes. Et voilà, c'est des films précis, c'est même pas des cinéastes hein, qui m'inspirent, mais voilà. Et maintenant, j'essaye de... Et Lucrezia Martel, évidemment. Mais maintenant, je sais plus, enfin, maintenant, à l'âge adulte, je sais plus quels sont les films qui m'inspirent. C'est terrible, mais... tout m'inspire et tout me comment dire et j'ai moins envie de regarder le cinéma en même temps quand j'en fais, c'est un peu étrange. Ah bah oui, non mais ça c'est normal. Je crois que c'était Truffaut qui disait je m'intéresse plus au cinéma, il n'y a que le mien qui m'intéresse quand je fais mon propre film. Je peux pas dire ça, je peux pas dire ça, mais bon, c'est un petit peu le cas peut-être. Mais en même temps, quand vous citez John Waters, Greg Araki, voire même la balade de Bruno, c'est surtout Waters et Greg Araki qui ont toujours été des cinéastes quand même qui ont filmé, que ça soit mainstream ou pas, ou de manière assez indépendante, le mouvement, enfin les corps en mouvement dans l'adolescence, ça et qui ne se bornent pas uniquement à les faire. Comment dire, enfin, leur corps parle d'eux-mêmes, je veux dire, ça parle d'eux-mêmes. Et c'est ce qu'on retrouve aussi dans votre film. Il y a quelque chose de très beau aussi, c'est cette manière que vous avez. Alors, on parle beaucoup de tension, de colère, de nervosité, mais vous avez une manière comme ça dans la séquence que vous filmez, les personnages que vous filmez, que ce soit au début ou alors entre le père et Eva, ils ont une manière comme ça de s'envoyer la balle, une balle très tendue. Je ne sais pas comment vous faites, peut-être par rapport au termes de mouvement de caméra, mais il y a des dialogues sans forcément des mots et juste on sent cette tension qui va de droite à gauche, c'est assez beau et ça donne au film finalement la possibilité de ne pas être didactique. Que très souvent, au film d'adolescence, à un moment, l'adolescent va se révolter, puis etc., etc. Et ça, c'est très beau, ça, je trouve, dans votre film. C'est ce qui donne une résonance, en tout cas, avec notre monde actuel. Oui, bah, je remercie. Moi, je voulais surtout pas faire un film qui prétend résoudre quoi que ce soit. C'est-à-dire un film qui prétend raconter en plus une trajectoire linéaire d'une adolescente qui grandit, parce que pour moi, ça veut rien dire. Et bon, ça, je le dis souvent, mais c'est-à-dire quand on me dit que j'ai fait un coming of age, alors c'est un coming of age, c'est une trajectoire d'une jeune personne qui entre dans la vie, bah, est-ce que je me demande s'il y a une manière d'entrer dans la vie, si on entre vraiment dans la vie, si les adultes enfin le père d'Eva et les adultes qui l'entourent sont dans la vie plus qu'elle. Voilà, ça c'est quelque chose qui
que je voulais éviter. Et donc, c'est pour ça que... Et aussi, quand on parle de violence, c'est un peu risqué, c'est-à-dire, la tentation existe de faire un film un peu exemplaire, ou en tout cas moi, j'ai refusé de faire des recherches sur le sujet en me disant j'ai surtout pas envie de faire une étude sociologique ou alors une étude voilà, psychologique des personnages pour rassurer le spectateur et lui dire voilà, dans la vie, on peut confronter ces situations-là de cette façon ou d'une autre. Enfin, j'avais pas envie d'apporter plein de réponses en faisant ce film, mais au contraire les poser et puis aussi peut-être accepter les choses telles qu'elles sont dans la vie, c'est-à-dire elles sont compliquées. Parfois, on vit des choses et on n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'on a vécu dans le moment présent. Et les leçons que l'on tire, elles sont parfois même dénuées de mots ou de concepts. Voilà, on entre dans la vie en vivant des choses qui deviennent une sorte de bagage presque physique pour moi, c'est-à-dire on a une mémoire dans le corps des choses qu'on a vécues et on se débrouille un petit peu avec ça, quoi. Et donc, voilà, dans ce sens-là, je voulais éviter le film didactique. Mais c'est pas évident à faire parce que c'est un peu... oui, il faut faire confiance au spectateur, évidemment, mais c'est des sujets délicats, donc ça fâche certaines personnes, évidemment. C'est incroyable quand on dit qu'il faut faire confiance au spectateur parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, alors ça ne veut rien dire le spectateur, mais très souvent, avec les nouvelles avancées technologiques, avec les réseaux sociaux, le spectateur a toujours envie d'en savoir davantage, même avant de voir même le film, d'avoir des informations sur le film, avant même qu'il ait vu le film. Ne serait-ce que le rapport à la bande-annonce qui est devenu un rapport assez particulier. Et là, pour le coup, oui, quand on voit votre film, vous faites confiance au spectateur, mais et en même temps, comment je pourrais dire ça, lui donner une qualité incroyable. C'est-à-dire que oui, c'est vous disiez, je ne veux pas faire un film didactique, et en même temps, j'ai l'impression que même l'authenticité, c'est quelque chose peut-être que vous regardez avec méfiance. C'est-à-dire, c'est intéressant. C'est-à-dire que quand vous disiez, et à juste titre, d'ailleurs, je ne voulais pas faire des recherches, une espèce d'étude ou faire un film de sociologue, parce que généralement, ce genre de film recherche l'authenticité. Et parfois, l'authenticité, c'est un peu casse-gueule. Et moi, dans ce film, je n'ai pas essayé de savoir ce qui était authentique ou ce qui n'y était pas. Je voyais juste des corps qui avaient faim, qui étaient affamés. Et ça m'intéressait d'autant plus. Et donc, quand vous parlez... Et donc, je pense que le spectateur, il faut lui donner une certaine confiance, une grosse confiance par rapport à ça. On a toujours tendance à vouloir savoir pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il est comme ça, ce père, est-ce qu'il s'est passé un truc. Et voilà, l'authenticité, c'est pas forcément quelque chose que vous recherchez. Et j'ai envie de vous dire, c'est tant mieux en même temps. Oui, c'est marrant. Enfin, je m'étais pas formulé ça comme ça, mais effectivement, pour moi, c'est tellement pas important quand j'écris que je pars du principe que ce ne sera pas pour le spectateur. Après, je me rends compte que oui, en présentant le film, évidemment, on me pose plein de questions, on me demande si le film est autobiographique, d'abord, ça c'est la question qui revient souvent. On me demande, donc voilà, est-ce que c'est réel ou pas, parce que ça intéresse les gens. On me demande aussi si le père a un trouble psychiatrique. Enfin, on me donne plein de diagnostics d'ailleurs, les gens adorent ça. Et puis, on me demande souvent aussi, est-ce que ça parle de la violence latino-américaine? Alors ça me fait beaucoup rire aussi, parce que c'est latino, on a vu. C'est très marrant. Mais il y a un rapport comme ça avec les... Pardonnez-moi de vous avoir interrompu, mais il y a un rapport comme ça très, très bizarre lorsque on... Comment je pourrais dire ça? Bon, c'est pas grave. Allez, quand l'Occident regarde un film d'Amérique ou d'Afrique, tout de suite, il faut que le film soit une espèce de généralité comme ça du pays. Enfin, c'est mort, hein, c'est foutu. Hein, ça sera toujours comme ça. Oui, alors ça, c'est terrible parce que moi, comme je suis franco-costaricienne, donc pareil, je m'étais pas posé la question naïvement. Mon premier court-métrage était en français. Après, j'en ai fait un au Costa Rica. Je me sens très latino quand je suis en France. Je me sens très française quand je suis au Costa Rica. C'est comme ça. Et du coup, là, je suis entrée avec ce premier long métrage dans le circuit du cinéma, enfin, je sais pas comment appeler ça. Et j'ai été tout de suite associée à une cinéaste latino-américaine en festival, ce qui est super. Mais je me suis aussi rendu compte que ça a engagé une certaine série d'attentes qui, moi, me semble très absurde. C'est-à-dire
de raconter dans un film ce qu'est le Costa Rica, par exemple, ou alors, des questions là-dessus, sur ce que ça apporte au sujet, voilà, sur l'Amérique latine, ou au débat sur la violence latino-américaine. Voilà, des questions que moi, je poserai jamais à un film, qui me semble un petit peu absurde. Mais c'est intéressant parce que c'est comme ça depuis très longtemps. Je me suis rendu compte de ça aussi en parlant avec d'autres cinéastes latino-américains. En Colombie, c'est depuis les années 70 qu'il y a Luis Ospina, qui est un cinéaste colombien important, qui disait on en a marre de ce rapport à l'indigénisme, au folklorisme, etc. Mais parfois, j'ai l'impression qu'on est encore là-dedans. Et je ne sais pas si on en sortira un jour, mais j'espère que oui, quand même. En tout cas, peut-être avec des cinéastes comme moi, naïfs, qui font naïvement des films, pas du tout dans cette perspective-là, qui ne s'intéressent pas à ça. Et pas pour rompre avec ça, mais juste parce que, quoi. Donc, voilà. Et ne parlons pas, surtout pas, des possibilités, comment on pourrait dire ça, des commissions de financement. On ne va pas parler de ça, ça sera un autre sujet. En tout cas, le plus important, c'est que vous avez fait un film, et c'est déjà très bien comme ça. Le film s'appelle Tengo, Sueños y Tricos. Alors, effectivement, ça se passe au Costa Rica, mais ça aurait pu se passer ailleurs, ça aurait été la même chose. Et c'est un film vraiment très important. Je vous conseille d'aller voir. Et c'était vraiment un plaisir de discuter avec vous. Et je remercie encore et toujours Maxime Bréjon de Gecko Distribution qui est venu qui est venu vers moi pour me parler de ce film, et je lui en suis reconnaissant parce que c'est vraiment une très très belle découverte. Longue vie à ce film, et puis à très vite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be with my 3 good companions.